L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Alarkaris, président de la République d'Estonie. Je prie le protocole d'escorter son Excellence et je l'invite à prendre la parole. Madam President, Excellencies, dear ladies and gentlemen. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je souhaite vivre dans un monde en paix, dans un monde qui ne se détruit pas. Je souhaite vivre dans un monde où des nations souveraines, fières, petites ou grandes, jeunes ou vieilles, modernes ou traditionnelles, ne vivent pas sous le joug de la colonisation. Je veux vivre dans un monde de liberté, où l'intelligence artificielle sert notre humanité plutôt que de la menacer. Un monde exempt d'oppression sur la base du genre, de la race, des croyances ou des convictions. Je veux vivre dans un monde propice à la liberté. Et parce que la liberté jette les bases de solutions pérennes et prospères. Parce que la liberté, nous l'avons chevillée au corps. Ne souhaitons pas tous la même chose. Malheureusement, la paix et la liberté sont menacées. Les dernières enquêtes nous indiquent que les libertés internationales diminuent et se réduisent pour la 18e année consécutive en 2023. Le nombre de pays où les droits politiques et les libertés civiles sont garantis diminue par rapport au nombre de pays où les droits et les libertés augmentent. La paix et la liberté, malheureusement, sont victimes d'abus. Très souvent, sous prétexte de promettre la paix et la liberté, c'est l'oppression et les souffrances qui prennent les devants. Plus nos mécanismes de protection du droit international sont faibles, plus la menace est grande. Nous n'avons de cesse de condamner les actes de violence. Nous pouvons certes condamner ces atrocités, mais sans véritables actions, c'est l'histoire qui nous condamnera et elle nous jugera durement. Mais ce n'est pas la seule chose qui devrait nous préoccuper. Ce qui ne devrait nous garder éveillés la nuit, c'est le sort de ces enfants dans ces situations de conflit, qui n'auront jamais la chance d'être diplômés, qui n'auront jamais la chance d'apprendre à rouler à vélo, qui ne pourront jamais danser dans le désert, qui ne seront jamais libres, qui ne pourront jamais sourire. Pourtant, mesdames et messieurs, la joie d'un enfant n'a pas de prix. Cela devrait être notre boussole, personnelle, internationale, stratégique et tactique. Ce rêve devrait être la réalité au large du golfe d'Aden, de la mer d'Azov, de la baie du Bengale, au large de la mer Noire, de la mer Caspienne, du lac Tanganyika, de la mer Jaune et partout ailleurs dans le monde. Dans un monde où les règles universelles prévalent, où le droit international est respecté et où la charte est appliquée. Nous n'avons donc pas d'autre choix que d'agir, d'ajuster le système des Nations Unies pour qu'il soit à la hauteur des besoins du XXIe siècle. Pour cela, nous devons renforcer la charte des Nations Unies. Nous devons restaurer la crédibilité et réformer l'ONU afin de garantir une meilleure application de la charte. De cette façon, la paix et la sécurité pourraient être maintenues dans l'intérêt de tous et partout à travers le monde. Voilà plusieurs décennies que nous discutons de la nécessité de réformer l'ONU et son Conseil de sécurité. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue que le renouvellement et le renforcement d'un monde multilatéral avec la charte en son cœur est dans l'intérêt de tous. Nous venons d'adopter le pacte de l'avenir à l'occasion du sommet du futur. C'est un bon point de départ. C'est ce pacte qui nous montre la voie.
Nous devons maintenant honorer nos promesses. Nous aurions dû faire montre de plus d'ambition. Le Conseil de sécurité doit être à la hauteur de la tâche. Le Conseil doit être efficace, transparent, ouvert, responsable et disposer d'une capacité de prise de décision renforcée. La composition du Conseil doit refléter le monde d'aujourd'hui. Le Conseil doit agir de façon inclusive afin de mieux faire face aux menaces. Mais la solution n'est pas facile. Si elle l'était, nous disposerions déjà d'un Conseil de sécurité souple, équilibré et efficace. Ce qui est sûr, et c'est ce que reconnaît d'ailleurs le Pacte de l'avenir, c'est que la portée et l'utilisation du droit de veto doivent être limitées. Nous sommes en faveur d'initiatives limitant l'utilisation du droit de veto, notamment pour mettre fin ou pour prévenir des cas d'atrocités de masse. Aujourd'hui, ce droit de veto appartient aux grandes puissances. Puissances qui nous laissent dans l'impasse, alors qu'une solution pourrait être à l'encontre de l'intérêt de ces puissances. L'inertie au Conseil peut être mesurée à l'aune du nombre de vies perdues. C'est inacceptable. Tous les États devraient pouvoir jouer leur rôle en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Pas un seul membre du Conseil de sécurité, surtout en cas d'impasse au Conseil. Nous ne pouvons pas rétablir la crédibilité du système multilatéral et de l'ONU lorsqu'un membre permanent du Conseil agit à l'encontre des principes de la Charte. Par conséquent, utilisons à bon escient les compétences de l'Assemblée générale. Nous, à l'Assemblée générale, nous devrions être en mesure de surmonter les vétos au Conseil lorsque la situation le nécessite. Il nous faut analyser la façon dont l'Assemblée générale pourrait voir son rôle renforcé. De plus, je vous invite à procéder à cette analyse dans nos capitales, à en parler lors des conférences du monde, à travers le monde, à mobiliser de nouvelles idées. Le pacte de l'avenir reconnaît l'importance de revitaliser les travaux de l'Assemblée générale, en coordination avec le Conseil de sécurité. Cela signifie qu'à l'avenir, les opérations de paix devraient pouvoir mieux réagir aux réalités. La précision du pacte de l'avenir nous laisse espérer que l'ONU 2.0 est un concept qui devrait nous permettre de relever les défis sur le terrain. Mesdames et messieurs, la douleur lorsque l'on perd un proche est immense. Immense, quelles que soient les circonstances. La vie n'est plus jamais la même après une telle tragédie. L'agression de la Russie contre l'Ukraine entraîne des souffrances indicibles, tout comme la guerre à Gaza, la détérioration de la situation au Soudan, les tensions, l'instabilité, les violations des droits humains au Sahel, la guerre en Syrie, la crise des Rohingyas en suspens, la catastrophe humanitaire au Yémen, ou les tortures de filles et de femmes en Afghanistan dont les droits sont bafoués. Depuis l'attentat terroriste odieux perpétré par le Hamas contre Israël il y a près de 1 an, Gaza a vécu trop de souffrances. La destruction, le décès, le traumatisme sont immenses. Nous nous trouvons face à un cycle vicieux de violence et de haine qui se renforce. Il est grand temps, selon nous, de nous accorder sur un cessez-le-feu et de garantir la libération des otages. Sans être naïf ou aveugle face aux complexités de la région, l'Estonie est convaincue qu'une solution à 2 États est le seul moyen de garantir la pérennisation de la paix. Tant les Israéliens que les Palestiniens méritent de vivre dans un pays libre et souverain, dans le cadre de frontières sûres et reconnues. Nous devons redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs,
Dans cette même enceinte, la communauté internationale a condamné l'agression de la Russie contre l'Ukraine. La Russie s'en prend à la paix et la sécurité internationale et à la charte de l'ONU. C'est un fait confirmé par l'Assemblée générale. Nous devons également condamner les actions de ceux qui arment la Russie pour mener cette agression, l'Iran et la Corée du Nord. Nous ne devons pas perdre cette situation de vue. Nous ne pourrons pas accepter que la réalité sur le terrain se trouble. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine est claire. La Russie est l'agresseur, l'Ukraine est la victime. Les violations contre le droit international perpétrées par la Russie sont brutales et bien recensées. La Russie tue systématiquement des civils. Des enfants ukrainiens sont déportés vers des camps loin de leur foyer et de leurs parents afin de leur apprendre à penser correctement. Malheureusement, cette idée d'envoyer des individus dans des camps de correction pour leur réapprendre les bons comportements n'est pas une idée neuve. Cela me fait me demander dans quel siècle nous vivons. Que ferions-nous contre un agresseur, contre l'assassin de nos parents? N'appellerions-nous pas à la justice à la fin de cette agression? Toutefois, appeler simplement à un dialogue pour l'Ukraine et la Russie sert la cause russe. Surtout lorsque les propositions de paix confondent l'agresseur et l'agressé. Nous ne proposons pas à la Russie de prendre un café avec nous. Nous appelons plutôt à accepter la formule en 10 points pour la paix proposée par le président Zelensky, qui a été appuyée au niveau international. La Russie doit mettre fin à son agression, retirer ses troupes et son équipement militaire du territoire ukrainien. L'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine doivent être restaurées et rétablies. Nous exigeons de la Russie qu'elle cesse d'exploiter éhontément différents conflits pour atteindre ses objectifs. En attisant les contradictions en Afrique, en Europe, en Amérique et ailleurs, la Russie s'en prend aux cohérences de nos sociétés et suscite l'instabilité. La mésinformation est une arme utilisée à cette fin. Nous devons agir de façon déterminée contre ces mensonges. Pour y parvenir, nous devons faire montre d'esprit critique. Voilà pourquoi garantir l'éducation pour tous est d'une importance stratégique. Alors que nous élaborons les résolutions de l'ONU, nous devons tenir compte de ces mécanismes qui sont utilisés pour hypothéquer la paix et la sécurité internationale. Le monde a changé. L'information est disponible sous différents formats numériques et nous vivons isolés les uns des autres. Il s'agit là de terreau fertile pour les groupes terroristes extrémistes ou pour des velléités d'expansion néo-impérialiste. Parfois, les réfugiés sont exploités pour déstabiliser la situation. Ce nouveau monde s'accompagne de nouveaux enjeux. Nous devons donc nous assurer d'être à la hauteur du XXIe siècle. Mesdames et messieurs, l'année dernière, l'Estonie a proposé le programme à la hauteur des libertés et a appelé à un dialogue international. Un dialogue sur le moyen de renforcer le multilatéralisme et l'ordre international fondé sur les règles, comprenant la charte de l'ONU en son cœur. Deuxièmement, nous devons garantir des processus de prise de décision pour tous les États et les sociétés. Nous devons également garantir les droits humains et les libertés fondamentales pour tous. Notre idée est simple, le droit international doit être appliqué, tout comme les règles. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons aller de l'avant. Nul besoin de cataclysme international
pour construire une nouvelle organisation. Nous avons pu tirer les enseignements du passé et nous pouvons nous fonder sur les structures de l'ONU qui sont déjà en place. Mais avant tout, nous devrons faire montre de volonté politique. Nous devrions améliorer les possibilités de coopération de l'Assemblée générale avec le Conseil de sécurité et ses organes subsidiaires. Grâce aux technologies, nous devons améliorer la responsabilité du Conseil. Nous devons créer une culture d'ouverture où l'on pourrait couper l'herbe sous le pied à l'hypocrisie et au mensonge. Nous devons faire le choix de nouveaux piliers pour faire de notre monde un monde plus libre. Cette année, nous présidons la Coalition pour la liberté des médias et l'année prochaine, la Coalition pour la liberté en ligne. Nous agissons de la sorte parce que nous sommes convaincus de l'importance des libertés fondamentales et des droits humains qui doivent être au cœur des politiques internationales, aujourd'hui plus que jamais. C'est en protégeant les droits fondamentaux que l'on peut nous assurer que le droit international et la charte de l'ONU soient non seulement préservés, mais renforcés. Lorsque les règles s'appliquent à tous, le monde peut être libre. Mesdames et messieurs, il est possible de changer la donne. Notre histoire en est la preuve. Nous avons créé une société numérique sûre où les citoyens sont l'État, comme cela devrait être le cas. Nous l'avons appris de notre propre histoire. La liberté, combinée aux bonnes technologies, constitue le meilleur moyen pour trouver des solutions à long terme. Certes, ces sociétés doivent être mises à jour de temps à autre pour que les performances soient optimisées. Mais de cette façon, elles ne s'effondrent pas, comme les autocraties. Les Estoniens ont une mémoire récente et ont la mémoire de l'époque où leurs droits étaient bafoués, ce qui nous pousse à défendre ces droits. Nous sommes les partenaires de ceux qui renforcent l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour les enfants. Nous sommes solidaires avec ceux qui travaillent de façon inlassable pour garantir l'égalité de droits entre hommes et femmes et filles et garçons. Nous sommes solidaires avec ceux qui appliquent le principe d'universalité et d'indivisibilité des droits humains. C'est fier de ces principes que nous sommes candidats au Conseil des droits de l'homme pour 2026-2028. Mesdames et messieurs, de quel changement avons-nous besoin? Nous connaissons la réponse. Et c'est à nous de réformer l'ONU pour que l'ONU puisse préserver la paix et la sécurité internationale et garantir les libertés pour tous. Mettons-nous à la tâche. Agissons. Merci. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président de la République de l'Estonie